path and I couldn't veer outwards because of those unclimbable surfaces. But it's not all bad. This DLC has a very strong focus on traps. Since Nawe and Yasuke are the hunted this time, and not the hunters, and the Senzoku Ipa are after us, the island turns a lot more dangerous. You'll come across campsites and areas that are best avoided, because the enemy here do not mess around at all. There are tripwire traps everywhere that trigger poison or smoke bombs, and Shinobi just waiting in the bushes ready to ambush you. It's quite relentless, and honestly, it's more challenging than anything in the base game. You can't just ride from point A to point B without running into danger. As for side content, well, this is very falls short for me. The side content in Chronos of Awaji, based on what I saw, which again is 3 hours only, is basically the same as the base game. You've got your Kuri stuff, your shrines, your kata, and all the usual activities. Nothing new, which is a bit disappointing. I was hoping for at least something fresh or innovative, but sadly it feels like mostly filler. The side quests are also structured the same way. As we know in the base game, they will call people off, and then whatever region you're in. And here in the DLC is People of Awaji. Now for some reason they did not let us work on side quests, which I find quite strange, but I did play one, and it was about a retired warrior that we run into as Yasuke. And out of respect, our warrior asked for a duel to still see if he has what it takes. And to be fair, he does. The fight is pretty good. The quest ends with you getting his legendary weapon. It was a solid little quest, but very short since it's just that one fight and nothing more. I think that's the area Ubisoft really needs to improve on. When you look at DLCs for other open world games like Blood and Wine, Phantom Liberty, or even Iki Island in Ghost of Tsushima, it's clear that Ubisoft is still far behind in terms of meaningful content. Right now, they're getting left in the dust, and if they ever want to keep up, that is something they seriously need to fix. They need to move away from the same formula that they invented and start innovating in storytelling and quality over quantity, because the side content in this DLC is nothing good at all. It's just padding. So when this DLC is promoted as 10 hours of content, I now see why. On a more positive note, the biggest highlight of this DLC for me is the new weapon, the bow staff. The developers showed us the process of how this bow staff was implemented, and I was quite impressed with the amount of effort that went into it, from the motion capture for Nao's animations to the design ideas behind it. After using the bow staff, I can confidently say that it's my new favorite weapon in the whole game. It has way more depth than any of the other weapons we've seen so far. You've got a new skill tree with new abilities, and it changes your playstyle quite a lot. So, for example, instead of just light attacks and heavy attacks, which you can still do, the bow staff lets you pair those with posture attacks. These come in high, medium, and low variations, each with a different effect. A high posture attack will stun an enemy and interrupt their moves. Medium posture knocks enemies back, giving you space to breathe. And low posture, which is my favorite, lets you knock enemy to the ground and follow up with a ground attack. Now, you can mix these postures together, and it makes the combat feel more engaging, since it pushes you to think about your approach instead of just spamming attacks like you can do with pretty much every other weapon. Oh, and also this weapon, when just spamming attacks, does not really do much damage at all. So the whole appeal of it is you have to mix and match different attacks with different postures. On top of that, there are 3 new abilities for the bow staff, and they're all pretty decent to be fair. The first ability is called Wing Step, which boosts the staff's reach, speed, and impact, making it great for handling groups. Though I will say it feels a bit broken since the effect lasts way too long. Hopefully they can fix that before the DLC is released. The second ability, Grab and Throw, looks fantastic. You catch an enemy with the staff and fling them into another enemy and deal about 70% ability damage. And the third and final ability is called Flurry of Blows. And this one does exactly what it sounds like. A rapid combo of 5 strikes, each hitting for 20% ability damage. Plus there are new finishers tied to the weapon too. So overall, I think it's a really fun addition to this DLC that a lot of people will enjoy. And that's pretty much about this very short video. Huge thanks to Ubisoft for giving me the opportunity to check this out. Like I said a few times in this video, in fact I said it plenty of times, I only had about 3 hours with the DLC, which was not enough time to go off at all. I wish we had more time to really dive deeper and process more, but they played it safe, and only let us experience a small portion. From what I did play though, I think this DLC is going to be good. Not groundbreaking, not revolutionary, but a solid 7 out of 10. More importantly, I think this DLC could be the piece that will tie everything together from the base game's ending, and finally conclude the main story of Assassin's Creed Shadows. So yeah, if you enjoyed this video, make sure to hit that subscribe button, and I will see you in the next one.
Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Comment ne pas débuter ce tour d'actualité avec l'équipe de France, une nouvelle fois victorieuse, mais dans la douleur. Le guide bleu titre l'équipe en désignant Kylian Mbappé comme celui qui montre la voie à ses coéquipiers. Buteur ou passeur décisif, le Français a fait un match correct, même si collectivement, le match n'a pas toujours été bien maîtrisé. Laborieux mais victorieux, les Bleus disent merci à Mbappé, placard des Figaro Sport. L'annulation du but islandais à la 90e a sauvé les Bleus. Ils remportent le match 2-1 et sont premiers du groupe. En attendant, les retrouvailles entre Mbappé et le parc se sont bien déroulées. Les Parisiens étaient ravis. La rencontre parisienne s'est discutée et qu'il est Il a été ovationné dès le coup d'envoi et encouragé lors de ce penalty. Son dernier but au parc, c'était avec le maillot parisien le 12 mai 2024 contre Toulouse. Pour Rabiot, c'est l'inverse. Quand l'ancien parisien et marseillais après son entrée sur la pelouse du Paris Saint, il a été hué par tout le public parisien qui aime à chaque fois qu'il touchait le ballon. C'est inacceptable à lâcher d'emblée des. Pour Rabiot, c'est l'inverse. Dans l'ancien parc, c'était avec le maillot parisien le 12 mai 2024 contre Toulouse. Pour Rabiot, c'est l'inverse. Quand l'ancien parisien et marseillais après son entrée sur la pelouse du Paris Saint, il a été hué par tout le public parisien qui aime à chaque fois qu'il touchait le ballon. C'est inacceptable à lâcher d'emblée des champs au micro TF1. C'est le genre de l'équipe de France qui porte ce maillot. Sa vie en club, ça ne me regarde pas, même si Adrien est suffisamment solide. Il les a un peu retournés sur les derniers tacles de récupération à suffisé des champs après le match. Mbappé a passé une super soirée, aussi parce qu'il a dépassé Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Il en est à 52 contre 51 pour la légende d'Arsenal. Plus que 5 pour égaler Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Mbappé fait aussi la une du magazine L'équipe, publié ce matin. Il est revenu sur le sacre parisien en Ligue des Champions, il n'a aucun regret. Des amis dans l'équipe, et ceux qui me connaissent savent que l'amitié c'est important pour moi. Tu ne peux pas cracher sur une équipe il y a tes amis, même si ça n'avait pas été le PSG. Mon histoire était terminée, je suis parti sans regret. Même les choses que j'ai mal faites font partie de mon histoire. Quand j'y jouais, on a été très proche du but, on a fait 2 demi-finales, une finale, on n'a pas gagné et mon temps est passé. Le Real m'appelle, ça a toujours été mon rêve, j'aurais pu y aller plus tôt. C'est sûr qu'en l'analysant comme ça à la vie, j'ai pensé que je suis un putain de poissard. Le PSG s'est renforcé, était toujours plus proche. Nous, on perd contre Dortmund en tirant 4 fois, 8 fois sur la barre. Je ne peux toujours pas vous expliquer comment on n'est pas passé honnêtement. Au PSG, c'est l'année 2 de Luis Enrique, l'équipe n'a pas bougé. Tu te renforces bien avec un super mercato, avec notamment Pacho, a longtemps analysé Mbappé. Il a aussi parlé de la potentielle arrivée chez les Bleus de Zinedine Zidane. Avec lui, pas besoin de participer, c'est Zidane. Personne ne va dire non, il n'y a que lui qui le peut. Si c'est lui, ok, et si c'est un autre, ok aussi. Mais lui, c'est le seul dans l'histoire du foot français qui a quasiment tous les droits. Et Mbappé a enfin avoué. Je ne conseillerais jamais à mon enfant de mettre des coups dans le monde du foot. L'attaquant semble dégoûté par ce milieu dans lequel il a grandi et évolué toute sa vie ou presque. On ferme cette page avec Manu Koné, nouveau pilier des Bleus, brillant face à l'Ukraine puis contre l'Islande. Le milieu de la Rome a impressionné par son pressing intense, sa récupération et son volume de jeu. Un an après sa première sélection, il a désormais gagné la confiance de Deschamps. Koné apparaît aujourd'hui comme un titulaire incontournable. On prend la direction du Portugal qui s'est imposé 3-2 en Hongrie et enchaîne un deuxième succès en qualification pour la Coupe du Monde 2026. Malgré une domination claire, les Portugais ont continué l'ouverture du score après une erreur défensive. Bernardo Silva a égalisé avant la pause, puis Cristiano Ronaldo a marqué sur penalty au retour des vestiaires. Avec 39 réalisations au compteur, le numéro 7 portugais a rejoint le Guatémaltèque Carlos Ruiz au classement du meilleur buteur de l'histoire des éliminatoires pour une Coupe du Monde. La Hongrie est revenue à 2 partout en fin de match, encore par Varga, profitant d'une défense friable, mais Joao Cancelo a rapidement fait la victoire au tien d'une frappe décisive. Pour les autres résultats de la soirée, l'Argentine bute face à l'Équateur comme la fille Figaro Extra. Ener Valencia a fait ses adieux à la sélection équatorienne de la plus belle des manières lors de ce son ses matchs, en inscrivant un penalty contre l'Argentine et en entrant la victoire 1-0. Face à Nabi Céleste, privé de Messi et résultatif après l'expulsion d'Otamendi, l'attaquant a confirmé son statut de légende, marquant son 47e but international, une séance en qualification, sortie issue d'innovation, il a su majorité en toujours décisif, auteur des 4 derniers buts équatoriens en éliminatoire. Avec ce succès, l'Équateur termine deuxième de son groupe, il retrouve le sourire, avant les prochains matchs amicaux face aux États-Unis et au Mexique. À l'an historique, Erling Haaland a réalisé un exploit historique avec la Norvège. En inscrivant 5 buts, ils élimineront 2 passes décisives lors de l'écrasante victoire, 11-1 contre la Moldavie. Porté aussi par la cage d'Odegaard, la Norvège a confirmé son impressionnante puissance offensive. Entré en seconde période, le jeune Asgard a ajouté un retentissant quadruplé. Grâce à ce succès, la Norvège se rapproche d'une première participation au Coupe du Monde depuis 1998, où ils arrivent avec une des attaques les plus redoutables de la planète. En Angleterre, c'est le festival. Les Anglais ont écrasé la Serbie 5-0 à Belgrade, dans le de Thomas Tuchel, avec l'équipe de Kane, Madueke, Costa, Gueye et Rashford. Plaçant les Lions en bonne position pour se qualifier à la Coupe du Monde. Harry Kane attend 74 buts, tandis que Madueke, Costa et Gueye inscrivent leur premier but international. Elias Anderson s'est
Victor Hugo montre un calme, une autorité malgré son jeune âge. Et il pourrait devenir un élément clé du système de Tourelle aux côtés de Declan Rice. En attendant, Bellingham, pas encore de retour, profite de ses vacances. Comme l'affiche les débutants, le milieu de terrain était en Sardaigne avec le maintien à Castro prenant une pause après avoir subi l'opération à l'épaule en juillet dernier. Une photo a d'ailleurs beaucoup fait réagir sur les réseaux. C'est parce que vous croyez, mais les internautes ne peuvent pas s'empêcher d'exploiter le moindre élément pour en faire une polémique. Enfin, dans le Daily Mail, on parle d'Andro Onana qui quitte Manchester United pour un prêt à travers le sport, soutenu par le propriétaire. Après avoir perdu sa place de numéro 1 au profit d'Alta et Baldivier, il est arrivé de Sinamens. Le Camerounais de 29 ans, surpris par cette décision, avait déjà été écarté du premier match malgré sa récupération d'une blessure aux ischios. Une erreur en coup de Carabao a précipité son départ et ses options étaient limitées à des pays où la fenêtre de transfert est ouverte, comme la Turquie ou l'Arabie Saoudite. Le prêt à Trabzonspor où il doublera son salaire sera finalisé rapidement avec un examen médical avant ses débuts contre Fenerbahçe. En Espagne, on est très heureux de voir le nouveau Mbappé. Le Français a débuté la saison 2025-2026 en pleine mutation physique et mentale avec 3 kg de muscle en moins et un bas du corps renforcé pour plus d'agilité. Déjà meilleur buteur de Liga, il se montre plus complet que jamais. Pressing intense, récupération de ballon, création d'occasion et dribble plus efficace. Ses statistiques explosent, passant d'un simple finisseur à un véritable générateur de jeu. Xabi Alonso a fait son leader offensif en lui confiant notamment les pénaltys avec cette nouvelle version Mbappé 2.0. L'objectif est clair, la Liga, la Ligue des Champions et enfin le Ballon d'Or. Le Donald Haas parle encore et toujours du dossier Konaté, mais Liverpool veut absolument conserver le joueur malgré l'intérêt pressant du Real Madrid qui espère le récupérer libre à l'été 2026. Le défenseur français, enfin contraint en juin, c'est désormais une priorité pour les Reds après l'échec du transfert Maguire, longtemps pressenti pour renforcer l'arrière-garde. Selon Sport, Liverpool a intensifié les discussions pour prolonger son joueur de 26 ans et de compte passer des face à Madrid. Konaté avait été évalué entre 25 et 30 millions d'euros, mais aucun accord n'avait été trouvé. Comme pour Salah ou Van Dijk, Liverpool est prêt à patienter jusqu'au bout pour trouver une issue favorable au risque de revivre le scénario avec Arnold. En attendant, il y a un problème avec Florentino Pérez. Le Real Madrid a dépensé 180 millions d'euros cet été, mais le président n'a pas offert assez de Ronaldo le milieu de terrain de haut niveau qu'il réclamait, répétant l'erreur déjà commise avec Ancelotti un an plus tôt après le départ de Kroos. Malgré les arrivées de Matonciono, Carreras, Alexander-Arnold et Hudson, notre jeu reste fragile, comme l'a exposé le PSG lors du 4-0 en Coupe du Monde des clubs. Le choix de ne pas recruter était lié à une éventuelle vente de Rodrigo. Résultat, Madrid a investi lourdement, mais conserve une lacune majeure au milieu qui pourra peser sur la saison. De ce côté, le Barça ne pourra toujours pas réintégrer le Camp Nou et jouera son premier match à domicile contre Valence au stade Johan Cruyff, limité à 6 000 spectateurs. Faute d'autorisation de la mairie, l'option d'une ouverture partielle du Camp Nou a été abandonnée, tandis que le stade olympique a été écarté pour cause de pelouse dégradée. Le stade de Johan Cruyff a dû être adapté en urgence pour répondre aux exigences de la Liga, notamment avec l'installation du VAR et d'un réseau fibre. Ce sera la première fois que l'équipe première disputera un match officiel dans ce stade. Les places VIP ont atteint jusqu'à 900 euros alors que l'incertitude demeure sur la date exacte du retour en Camp Nou. On termine cette revue de presse en Allemagne. Toni Kroos, champion du monde et son par sélection, a avoué les associations ne pas connaître tous les internationaux actuels de l'Allemagne, critiquant en particulier la facilité d'accès à la sélection des dernières semaines. Avec son frère Félix, il souligne que le niveau international est devenu plus étroit et que beaucoup de joueurs actuels n'atteignent pas les standards d'antan. Autre solitude, la même chose, il ne vise pas le titre mondial cette année, mais il garde espoir pour l'été prochain. La nouvelle star du Borussia Dortmund, Fabio Silva, a rencontré un problème inattendu lors de son transfert. Ce n'est qu'au contrôle médical que le club a découvert qu'il a décidé de l'opération cet été, malgré des semaines de négociations et de contacts avec son agence. Les dirigeants du BVB, surpris et indignés, ont dû réévaluer le transfert de 22,5 millions d'euros. Silva avait déjà été absent depuis avril pour les problèmes de buteur, mais la cérémonie n'avait jamais été communiquée. Le club a finalement confirmé le transfert, mais l'attaquant portugais ne devrait probablement pas faire ses débuts avant octobre. Casper Ruijsland débute aujourd'hui à la tête de Leverkusen avec son premier match, prévu vendredi contre Francfort. Seulement quelques jours après un mercato valassé, Ruijsland, déjà passé par Mayence, a déjà quitté le club après 24 matchs, faute d'effectifs adaptés à son style. Il percevra environ 2,5 millions d'euros par an, moitié moins que son prédécesseur. Voilà tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour les petits mercato. Nos enfants sont toujours en compétition et en contrôle. Plus ils sont en compétition, plus ils font des dégâts. On a maintenant taille de Simax Firefox, avec plus de pouvoir nettoyant pour combattre le toxine. La siesta de pesadilla. Bonjour à
tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec l'analyse fracassante de Nicolas Mbappé. Dans un entretien à l'équipe, le père du capitaine des Bleus est notamment revenu sur le manque d'efforts défensifs de son fils. Et pour lui, ce n'est pas vraiment un problème et chaque fois, ça fait objectifs. Le latéral, c'est un attaquant ou un défenseur. On lui demande quoi? Je ne dis pas que Kylian ne doit pas défendre, mais à quoi on juge un joueur? Un latéral, je m'en fous qu'il s'entre bien. À chaque poste, c'est sa spécificité. On critique un mec qui met quand même 70 par saison. Ce que je veux dire par contre, c'est que s'il y a un combat pas loin de toi, viens aider. Voilà qui a le mérite d'être clair. Pour appuyer ses propos, il a pris l'exemple de celui qui l'a remplacé numériquement au Paris Saint-Germain, qui chaque varsité. Arrivé du Napoli cet hiver, le Géorgien n'a pas eu l'impact statistique de Kylian Mbappé, mais a remporté la Ligue des Champions avec les clubs enseignants supérieurs en championnat en 2018. Mais pour Wilfried Mbappé, l'importance de son ballon du numéro 7 parisien n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Il peut choquer en disant ça, mais la course qui a fait léguer du PSG en finale de la Ligue des Champions à la 90e minute, je m'en fous. Kylian, ce n'est pas son jeu. Il fait des choses que les autres sont incapables de faire. Ce n'est pas pour autant qu'on veut dire que Varane n'est pas 60. Par saison, donc chacun se positionne comme il veut, mais je fais partie de ceux qui ne diront jamais ça aux attaquants, et pas parce que c'est mon fils. Je ne dis pas qu'il ne faut pas défendre, mais s'il ne doit faire que des refus défensifs, il n'est pas dans la même pièce, a-t-il déclaré. Il utilise des positions fortes du père de Kylian Mbappé qui ne veut pas voir un fait dénaturer les jeux de son fils en lui imposant trop de travail défensif. Didier Deschamps et Xabi Alonso sont prévenus. Et justement, après 14 ans à la tête des Bleus, Didier Deschamps vit sa dernière saison avec l'équipe de France. Si son successeur semble être Zinedine Zidane, rien n'a été officialisé pour le moment. Un constat qui semble partagé par Thierry Henry, même si l'ancien joueur n'a pas nommé directement l'ancien entraîneur du Real Madrid. On sait tous qui sera le nouveau sélectionneur. Vous le savez et je le sais, et je vous souhaite au meilleur, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en ligne sur la chaîne CBS relayée par l'équipe. De retour de sélection avec les Bleus, Benjamin Pavard, votre surprise de l'OM dans les dernières heures du mercato, est arrivé ce matin dans la cité phocéenne, accueilli par quelques supporters et des journalistes. Il a livré ses premières impressions partagées par la ville. Je suis très fier de rejoindre l'Olympique de Marseille, un club aussi prestigieux. J'ai hâte d'être déjà au Léon de vendredi et de sentir la ferveur des supporters, également un peu de joie de communiquer. Pour moi, il n'y a que l'OM dans ma tête, je ne connais que l'OM. Avec les lignes, on a vu une grande il y a un groupe de qualité, j'espère qu'il va faire de belles choses tous ensemble. En Corse, à présent, l'AC Ajaccio vit des heures compliquées, relégué de Ligue 2 nationale à la exclu de toute compétition nationale pour la saison 2025-2026. Le club corse évolue aujourd'hui en Régional 2, mais plusieurs noms bien connus de Ligue 1 s'activent en coulisses pour voler au secours d'un monument du football corse. En coulisses, Benjamin André, Vincent Marchetti et Rémi Cadella ont intégré le bureau directeur de l'association AC Ajaccio. Ces trois pensionnaires habitués à la Ligue 1 ont décidé d'investir dans l'ACA ce matin. Si certains ont choisi d'investir, d'autres ont même accepté de rechausser les crampons pour venir prêter main forte aux autres. Thomas Mangani et Cédric Avinel pourraient sortir de leur retraite pour rejouer avec l'ACA. De leur côté, Riyad Nouri et Andy Delors ont déjà confirmé leur arrivée. J'ai eu pas mal de propositions et j'ai pris la décision avec ma famille de rester ici. La situation du club fait que j'ai très envie de le jouer et c'est une fierté pour moi aujourd'hui de porter à nouveau ce maillot. Aujourd'hui, peu importe la division, je suis fier de pouvoir participer à ce projet, à côté de leur au journal. Un bel élan de solidarité. Après vous avoir révélé lundi quelques exemples de tentatives osées de clubs français qui n'ont pas chuté durant l'été, à l'étranger aussi, les clubs ont également tenté quelques coups, et là encore, il y a du beau monde, à commencer par l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Amin Gouiri. En toute fin de mercato, le Bayern Munich avait placé l'attaquant international algérien sur sa shortlist. Mais Gouiri voulait rester à Marseille et s'imposer, tandis que le club allemand a finalement décidé de miser sur Nicolas Jackson. Autre offensive du championnat de France convoité cet été, Malik Fofana. Si les mots de la pépite belge de l'OL a circulé à Everton, Nottingham Forest, Liverpool et Chelsea, un autre club anglais a poussé en coulisses pour tenter d'arracher l'attaquant lyonnais dans les 2 derniers jours du mercato, Manchester United. Bien que tenté par l'idée de rejoindre le club mancunien, le club anglais attendait juste un signal du père du joueur
En effet, l'ancien monégasque est désormais à Leverkusen et aurait pu signer dans un autre championnat et cela n'était pas lié à grand chose. À quelques heures de son départ au Bayern et l'approche de Chelsea est venu remettre en perspective toutes les certitudes de l'international marocain. Ce dernier a alors pris le temps de peser le pour et le contre et a finalement décidé de rejoindre l'Allemagne. Un autre dossier a trouvé son épisode du dernier jour du mercato Randal Colomani. La journaliste étrangère a récupéré l'international français de Tottenham qui a finalement raté la mise. Pour l'attaquant de 26 ans aurait été choisi à une destination plus exotique. L'Arabie Saoudite avait fait de l'attaquant de Bleu une cible prioritaire du dernier mercato estival, mais l'ancien Nantais voulait absolument rester en Europe. Shine like a beach. Pre-order now. N'a en revanche pas animé le mercato Lamine Yamal a tout de même animé l'actualité cet été et continue de le faire à quelques semaines de la cérémonie du Ballon d'Or auquel il fait partie des principaux favoris. Dans une interview pour le podcast Résonantia des Coralson, l'ailier du FC Barcelone a évoqué ses chances de remporter le trophée. J'ai dit à mes amis, je ne rêve pas de gagner un seul Ballon d'Or, je rêve d'en gagner plusieurs. Je pense être un joueur qui a les capacités pour y parvenir et si je n'y parviens pas, c'est parce que je n'ai pas bien fait les choses ou parce que je n'en ai pas eu envie. Je rêve donc d'en remporter beaucoup et le jour viendra. Et quand il viendra, je serai très heureux, mais je vais vouloir continuer à en gagner. À seulement 18 ans, le produit espagnol ne manque pas d'ambition et de marcher sur les traces de Lionel Messi, vainqueur à 2 reprises. Et justement, l'Argentin qui joue actuellement à l'Inter Miami devrait disputer sa carrière future en 2026. Une année où les élections auront lieu au FC Barcelone dans laquelle l'Argentin est d'ores et déjà sollicité. La Cadena Ser révèle en effet que la Puglia a été contactée par l'équipe de Joan Laporta, candidat à l'ensemble de l'élection, pourrait prendre part de près ou de loin. S'il y a encore un mytho pour en savoir plus sur le cabinet de l'Albi Céleste, n'a pas exclu d'apporter son soutien au président sortant du Barça. L'autre joueur de l'Albi Céleste, Leonardo Balerdi, est pointé du doigt après la défaite des siens face à l'Équateur à l'occasion des qualifications pour le Mondial 2026. Déjà en difficulté en début de saison avec l'OM, les défenseurs ne s'est pas rassuré en sélection. Titulaire lors de la défaite 1-0 contre les Équatoriens, les médias locaux qui avaient volé à son secours avant la rencontre n'ont pas été tendres. C'est notamment le cas de Type Sport qui a accordé la note de 5 en ajoutant un commentaire. Il jouait bien jusqu'à ce que Valencia le bouge et que Otamendi soit expulsé. Il défendait en main contre un, s'est découvert et il a pris des risques. Son jeu était très faible, l'Argentine a une bonne défense centrale, blessée parce qu'elle compte sur Cuti Romero et Lisandro Martinez pour assurer la défense pendant longtemps, a même ajouté le quotidien argentin. Nouveau coup dur pour le défenseur olympien à l'approche de la Ligue des Champions. Chez le rival brésilien, en revanche, un joueur est offensé, il s'agit d'Estevao, le nouvel ailier de Chelsea, buteur avec la CSAO à 18 ans face au Chili, celui qui est considéré comme l'un des plus grands cracks de sa génération a brillé. Interrogé par Globo, Estevao a notamment dévoilé les coulisses de sa relation avec le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti. Il m'a donné toute la liberté du monde pour jouer au football, pour être moi-même, ressentir tout ce qu'il représente, avoir des opportunités à l'équipe, c'est incroyable. J'apprends de plus en plus chaque jour, j'essaie d'apprendre beaucoup de lui. C'est un entraîneur très intelligent, quelqu'un qui veut toujours le meilleur pour moi. On passe aux officiels du jour et on commence avec une mauvaise nouvelle pour le Barça. Les retrouvailles avec le Spotify Camp Nou devront attendre. Après l'annulation du trophée Gamper cet été, cette fois c'est le choc de la 4e journée de Liga face à Valence qui devra se jouer à l'extase du Johan Cruyff au sein du centre d'entraînement défilé. Dans un communiqué, le club catalan a expliqué travailler d'arrache-pied pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'ouverture du Spotify Camp Nou dans les prochains jours, alors que la réception du PSG en Ligue des Champions approche à grands pas. Depuis sa montée en Saudi Pro League l'été dernier, Al-Qadsiya ne cesse de voir les choses en grand et a décidé de recruter Otavio. Arrivé en Arabie Saoudite la saison passée en provenance de Porto, le milieu portugais de 30 ans quitte Al-Nassr pour le premier saoudien. Après l'éviction de José Mourinho la semaine passée, le Fenerbahçe a officialisé l'arrivée de Dominique Tedesco. L'ancien sélectionneur de la Belgique a paraphé un contrat de 2 ans avec la formation. 3 nouveaux membres élus au conseil d'administration de la LFP. Un vote électronique se tenait ce mercredi après-midi pour connaître les 3 élus qui allaient succéder à Jean-Pierre Cano, Damien Comodi et Jean-Pierre Rivière. Ainsi, Fabrice Bocquet, directeur général de l'OGC Nice, a largement dominé le scrutin avec 84,75% des voix. Il siégera aux côtés de Valdemar Kita, le président du FC Nantes, fort de 67,68% des voix, ainsi que Loïc Ferry, président du FC Lorient, qui complète le podium. La première réunion à laquelle ils participeront est d'ores et déjà prévue et aura lieu le 15 septembre prochain. C'était la belle histoire d'hier soir. Dominique Soboslai, qui était ramasseur de balles lors
évoluait déjà un certain Cristiano Ronaldo a retrouvé le Portugais. Et cette fois-ci, les deux hommes étaient capitaines de leur sélection à l'occasion des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Après la rencontre, les deux joueurs se sont retrouvés dans le couloir. C'est notre image du jour. Merci de nous avoir suivis et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Football Café. Depuis 60 ans, licence est livrée Canada. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, on a très peu d'informations aujourd'hui. Vivement que ça reprenne une bonne fois pour suite, parce que c'est un peu longué, quand même, c'est très international. On va démarrer avec l'élite des quotidiens Madeleine Marca qui consacre sa une à la Vuelta, le Tour d'Espagne, entouré de nombreuses polémiques et de nombreuses interruptions de courses liées justement aux événements Palestine et Israël. Donc on a beaucoup de courses qui sont arrêtées, on a beaucoup de courses dont justement le cheminement est modifié dans les dernières heures. Ça lui a permis de perdre 3 kilos et de devenir, on l'avait vu dès les premières séances d'entraînement, les photos, un Mbappé très svelte, très tonique, ça se voyait tout de suite, donc on a une très bonne version de Kylian Mbappé. Ensuite, on poursuit les amis avec cette fin de trêve internationale, cette fois-ci c'est officiel, la trêve est terminée. Retour au Real, retour au terrain, match samedi 16h15 du côté d'Anoeta. Nous avions quelques Madrilènes qui étaient sur le terrain, notamment du côté de l'équipe de France, on en parlera de ces instants. Télé Valverde aussi a démarré en tant que titulaire la rencontre entre l'Uruguay et le Chili, si mes souvenirs sont bons, cette nuit, et pendant simplement qu'il était remplaçant, je crois que Franco était en train de jouer en seconde mi-temps. D'ailleurs, en petite information, c'était la dernière journée des éliminatoires de la zone sud-américaine, en particulier l'Amérique du Sud. C'est un groupe de 10, donc il y a 18 journées, c'est la 18e et dernière journée cette nuit de la zone Amérique du Sud. On a du côté de l'équipe de France hier deux Madrilènes qui étaient sur les terrains. Kylian Mbappé qui a joué l'intégralité de la rencontre pour un but et une passe décisive, et encore une fois, grosse activité. Aurélien Tchouaméni a joué 68 minutes, malheureusement Chou a été expulsé au cours de cette rencontre. Aurélien Tchouaméni, malgré tout, sur cette fin internationale, c'est 96% de passes réussies, une passe décisive, 4 grosses occasions créées, 10 sur 13 en ce qui concerne les longs ballons. Malheureusement, voilà, il sera suspendu pour le prochain match de l'équipe de France. Il a reçu un carton rouge. À voir, les amis, s'il sera appelé par Didier Deschamps. Je ne sais pas, on verra bien. La prochaine liste. En tout cas, encore une fois, comme on l'a déjà évoqué à de nombreuses reprises, et on l'a fait, je crois, il y a 48 heures, Tchouaméni poursuit sur sa série, qui est quand même assez intéressante depuis le début de l'année 2025. Il a eu une implication totale au sein du Real. Et ça se retranscrit aussi avec l'équipe de France, des performances très solides pour le milieu de terrain. Les stats complètes des deux Madrilènes sur trêve internationale, donc 2 buts, une passe D en 2 matchs pour Kylian Mbappé, une passe D en 2 matchs pour Aurélien Tchouaméni. C'est un plus évidemment la passe D, mais c'est justement surtout le contenu des matchs d'Aurélien Tchouaméni, et franchement il a été encore une fois très à l'aise sur ces deux rencontres. On poursuit les amis, et on félicite aussi Kylian Mbappé qui a dépassé officiellement Thierry Henry, et Kylian devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France à seulement 26 ans. Mbappé en est maintenant à 52 buts, et il dépasse Thierry Henry. Je pense que vous vous souvenez peut-être de cette photo. Quelle photo de fou quand même, Thierry Henry, il y a une bonne vingtaine d'années, accompagné d'un petit jeune supporter des Bleus, qui portait justement le maillot des Bleus à l'époque, Kylian Mbappé. 20 ans plus tard, Mbappé dépasse Thierry Henry et n'est plus qu'à 4 réalisations du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud. Justement, Mbappé se projette déjà numéro 2 dans le classement, dans la hiérarchie des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Il nous dit il y a encore du boulot, je ne me repose pas, il y a encore un joueur
à dépasser, vu la vitesse de Kylian Mbappé, là on peut se dire que peut-être qu'au mois de novembre il sera déjà très très proche d'Olivier Giroud, c'est tout ce que je vous souhaite. Est-ce que Kylian Mbappé a le droit d'échouer? Réponse de Mbappé lui dit non, parce que tu dois toujours avoir une fausse estime de toi, tu dois accepter. Tu es quelqu'un de résilient, tu veux tout le temps gagner. Je n'ai jamais accepté l'échec, donc peu importe moi qu'on me critique ou pas, je sais ce que j'ai à faire. Je suis extrêmement demandant sur ma personne. Je sais que je dois en faire toujours plus. Donc voilà, je prends tous ces échecs passés très calmement. Une question qui était liée aussi notamment au Paris Saint-Germain qui remporte la Ligue des Champions l'année où il s'en va, comment il a vécu tout ça. Je me dis, voilà, je suis un compétiteur, j'ai envie de gagner, les critiques, ça ne me touche pas. Kylian il me dit aussi, si je n'avais pas cette passion pour le foot, je pense que j'aurais été dégoûté depuis très longtemps du monde du football. Et je me dis aussi une déclaration forte, j'espère que j'aurai un garçon, un enfant qui va haïr le football. Alors nous, les simples supporters, on se dit bien qu'il se passe beaucoup de choses dans le milieu, mais c'est fort d'avoir cette déclaration. Il me dit, si j'avais pas cette passion, je serais dégoûté du monde du football. Luis de la Fuente, du côté de l'Espagne, le sélectionneur qui me parle de Dean Howson, il nous dit qu'il est hallucinant, son calme, sa maturité, la manière dont il gère les différentes situations avec justement beaucoup de calme et beaucoup de responsabilité. On a vu au Real, c'est assez dingue d'avoir un joueur de cet âge-là qui a une telle maturité dans son jeu et puis aussi qui dégage aussi, c'est important, de beaucoup de sérénité, notamment pour ses coéquipiers autour. Alors, en général, les amis, c'est plutôt quelqu'un qui, dans la force de l'âge, donc on va dire, allez, 26, 27, 28 ans, c'est plutôt ce genre de profil qui vont justement dégager de la sérénité sur les coéquipiers autour. Là, c'est assez dingue de se dire que c'est un gamin de 20 ans qui peut justement véhiculer toute cette sérénité, tout ce calme à ses coéquipiers qui sont pourtant les expérimentés pour la majorité autour de lui. Les petites informations de la séance d'entraînement hier, Bellingham et Camavinga ont participé de nouveau à quelques parties de la séance d'entraînement et puis ensuite ils se sont entraînés seuls à l'intérieur du gymnase. Lounine était de retour et s'est entraîné avec le groupe. Ferland Mendy et Hendrik se sont entraînés seuls. Donc, à voir les amis pour ce week-end. Je ne sais pas si on aura un retour. Camavinga peut-être un peu juste. Certains annoncent qu'il sera présent samedi. D'autres annoncent qu'il sera plutôt disponible pour affronter l'Olympique de Marseille la semaine prochaine en Ligue des Champions. Affaire à suivre. En tout cas, Camara sera de retour dans quelques jours. Petite photo pour Bellingham. Il a reposté ça sur ses réseaux sociaux, notamment son compte Instagram avec cette petite légende. 8 semaines, retour sur les terrains avec les frères. Il reste plus longtemps avant que le club reprenne l'entraînement collectif à plein temps. Là, on voit quelques parties de l'entraînement collectif. C'est prévu d'ici à quelques jours, semaine, l'entraînement collectif total pour Bellingham. On termine, les amis, avec cette question posée par les caméras de la Mani TV. Quel est le joueur le mieux appuyé du vestiaire? Vite qui nous répond à la barre. Asensio qui répond Dani Ceballos, Trent qui répond à la barre, Ceballos qui répond Carvajal, Rodrigo qui dit moi, en souriant, puis ensuite il nous dit Camavinga, Militao il nous dit il y en a quelques-uns mais je pense que je suis le deuxième. Camavinga répond à la barre et Vini qui nous dit moi, mais je pense que Cama va me choisir, donc je dirais plutôt Cama. Ouais, c'est vraiment Cama très apprécié pour son style vestimentaire dans les vestiaires. Voilà les amis, à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao. Non-stop perks. Get the Tony Bet app. Save and unbeatable fruit. Conseil de classe des joueurs de l'équipe de France qui a réussi et qui a raté son rassemblement. Salut tout le monde, c'est Mehmet et à ma grande surprise, je ne me suis pas ennuyé durant ce rassemblement. Je dois vous le dire assez franchement, je partais pas optimiste et honnêtement je partais du principe qu'on allait pas pouvoir tirer du coup
son mini tombé la mort. Bref, connaître un rassemblement qui est un rendez-vous en milieu habituel avec l'équipe de France, mais finalement, sachez plutôt bien qui fait ces deux matchs. J'ai vu des choses intéressantes tactiquement, j'ai vu des joueurs qui se sont illustrés, j'ai vu des mecs qui étaient en position de marquer ou de perdre des points sans souci d'un côté ou de l'autre. Et finalement, c'était pas des matchs pour rien et j'ai même pas passé des moments désagréables devant ma télévision à regarder cette rencontre. Enfin, ces rencontres, mais là je pense à celle d'hier, mais ça vaut pour les deux. Donc on va faire dans cette vidéo le petit débrief des deux matchs de l'équipe de France. On va commencer par le positif, on verra ensuite le négatif et je vous donnerai une conclusion globale. Installez-vous confortablement et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Top Mike, vous Manu Pellon, c'est son république. La grosse satisfaction de ce rassemblement de l'équipe de France, c'est pas forcément le joueur le plus clinquant sur le papier, c'était pas forcément le joueur le plus attendu, et pour autant, c'est le joueur qui a mis absolument tout le monde d'accord. Au cours des derniers on l'a vu parfait, il a été propre, intéressant offensivement, très solide dans les duels. C'est un joueur qu'on connaissait déjà pour sa polyvalence, aussi bien capable d'évoluer comme un milieu offensif on pratique toutes les sortes de biais d'échange. C'est un joueur qui est protéiforme. Certains le décriraient comme un box-to-box, d'autres comme ayant un profil technique un petit peu différent. Et j'ai envie de dire que je m'en fous de coller une étiquette sur Koné. Moi, ce que j'apprécie chez lui, c'est justement le fait que coller une étiquette n'est pas si pertinent que ça. Parce que c'est un joueur qui a une capacité à s'adapter à beaucoup de contextes tactiques. Et peu à peu, il développe son intelligence, il prend de la maturité et il prend compte qu'il est capable d'être le patron dont a besoin de l'équipe de France au milieu de terrain. Alors évidemment, je m'emballe un petit peu en disant ça, parce que quand je vois pas de plus 4000 références en équipe de France, mais si je dis les deux rencontres des jeux, est-ce que j'étais en droit d'attendre supplémentaire de Manu Pellon? Est-ce que c'est non? Est-ce qu'il aurait pu surprendre davantage? Est-ce que c'est non? Encore une fois, moi je dis juste bravo, il y a des moments où il faut juste reconnaître que les joueurs marquent des points. On sait que le milieu de terrain, c'est pas le secteur où l'équipe de France est le plus doté en talent, j'espère plus grosse victoire pour les deux. Deuxième point de satisfaction, on va en surprendre quelques-uns, mais pour moi c'est Didier Deschamps. Alors Didier Deschamps, je ne suis pas son plus grand fan, mais j'ai jamais une opposition des principes à des entraîneurs ou des joueurs. Moi, je suis une personne météo. Watch his hands, buddy. Et bien au cours de ces deux rencontres, j'ai trouvé que l'équipe de France c'était ennuyeuse. Au contraire, Didier Deschamps a mis en place un système avec 4 offensifs. C'est pas ultra courant avec lui, donc il faut le mettre en avant. Et au-delà du papier, ce qui est intéressant, c'est l'animation de jeu. Et j'ai trouvé qu'il y a aussi une satisfaction. J'ai vu une équipe de France qui connaît enfin son statut, qui était capable de prendre le jeu à son compte, qui osait même, surprenant sous Deschamps, mettre en place un pressing haut. Bref, au moment où dans la presse on a énormément le nom de Zidane qui ressort, le successeur de Deschamps après 2026, eh bien, je trouve que Deschamps est en train de faire sa mue, il est en train de montrer que c'est pas un entraîneur dogmatique qui ne pratique qu'un seul type de football. Et si je veux encore avoir besoin de temps pour me dire qu'on a un nouveau type de Deschamps, à tout moment on tombe contre une grosse sélection d'échantillons et il revient à ces principes de base qui sont très rassurants. Mais en tout cas sur ces deux matchs, je ne me suis pas ennuyé et je dois quand même le dire. J'ai beaucoup aimé Michael Eze au cours de ces deux matchs de l'équipe de France. Alors évidemment, on va me renvoyer son erreur qui fut un but face à l'Islande, mais ça peut arriver à n'importe quel joueur et je préfère un milieu de terrain / attaquant qui fait une erreur à un moment qui peut le tomber qu'un mec qui serait sans arrêt neutre, qui ne fait pas d'erreur mais qui n'apporte rien offensivement. J'aurais un constat différent pour un gardien de but, pour un défenseur central, mais moi ce que j'attends de Michael Olivier en équipe de France, c'est qu'il soit capable
capable d'apporter un petit peu de folie à une équipe qui a fait, sur le plan individuel, ça arrive, mais je ne pense pas que ça se reproduira un million de fois. Il est placé par Deschamps dans le cœur du jeu, c'est pas forcément là où il faut voir évoluer. Pour moi, Michael Olise, c'est le Bayern Munich, c'est un joueur de côté, c'est un mec qui a des capacités à faire des différences. Mais en équipe de France, il faut qu'en fait sa palette de talent ne s'étende bien au-delà de ça. C'est un joueur qui a une intelligence de placement qui fait qu'il est des liens parfaits entre le milieu de terrain et l'attaque, chose qui nous a beaucoup manqué. C'est un joueur qui est inspiré via son jeu long. Il a également une bonne rencontre avec ses partenaires. Il a distribué pas mal de passes au cours des rencontres. Il est dangereux même dans beaucoup de jeux. On parle beaucoup de Dembélé, on parle beaucoup de Mbappé et à raison, parce que ce sont deux joueurs formidables. Mais Michael Olise, c'est également une des stars montantes du football mondial. C'est vraiment un joueur qui peut prétendre avec un des patrons offensifs de l'équipe de France. Mais j'ai quand même l'impression que sous Ligue des Champs, il a désormais trouvé sa place en équipe de France. Il est pas trop du là et il a montré au cours de ces deux rencontres. Alors oui, je le redis, il y a cette erreur. C'est un petit phénomène, ça peut arriver. On n'a pas tiré de conclusion définitive là-dessus. Par contre, son football et sa capacité à bien perfectionner l'équipe de France, on l'a vu, et ça me semble un peu plus durable. Je mettrai lui dans le top de ce rassemblement de l'équipe de France, même si c'est un joueur qui a été expulsé. Alors évidemment, son expulsion, il ne faudra pas que ça devienne une habitude. C'est pas la première fois qu'on voit avec l'équipe de France, et je vais évidemment le mettre dans le top des lieux pour cette rencontre, mais il m'a tellement convaincu à travers les deux rencontres en dehors de ça, que j'avais quand même envie de lui donner un petit point, un petit cookie pour le récompenser de ses belles prestations. Je vous en avais parlé dans une vidéo sur le Real Madrid. Déjà, moi j'ai pas mal d'attentes sur la saison de Chouameni. C'est un joueur qui au club a été baladé du milieu de terrain à la défense centrale. Ça peut brouiller un petit peu ses repères et je me dis que c'est l'année ou jamais pour qu'il fasse parler son plein potentiel. Et dans l'équipe de France, c'était un peu ça et j'ai trouvé qu'il a apporté tout ce que j'attendais de lui. C'est un joueur qui a eu un excellent jeu d'eau. C'est un joueur qui a vraiment une très grande autorité défensive et finalement il a su, en dehors de son expression un petit peu hier, garder son sang-froid et être un petit peu la garantie technique sécurité du milieu de terrain dont on avait besoin, peut-être un milieu qui a été extraordinaire, mais qui a besoin de pouvoir un petit peu plus audacieux. Et en fait, ce Chouameni, il ne faut pas oublier qu'il a eu pas mal de coups d'éclat dans l'équipe de France. Il a eu pas mal de rassemblements où ça a été un joueur vraiment majeur et j'ai l'impression qu'il s'est parti. Il y a des signes qui ont dit comme étant un joueur beaucoup plus mieux que qui a fait sa place en équipe de France. Il y a des signes qui ont dit comme étant un joueur absolument phénoménal, notre seule certitude de milieu de terrain. Je pense qu'il faut un petit peu lisser ce cycle, le faire à la manière, et je me dis que pour ce rassemblement, Del lui traînerait avec cette expulsion, mais j'ai quand même vu un Chouameni qui est associé à Manu Kodé à toute sa place pour le milieu de terrain de l'équipe de France. Si on continue avec un système qui fait la part belle à 4 offensifs et qu'on doit choisir 2 milieux de terrain, moi ce rassemblement, il m'a assuré le fait que Chouameni et Kodé, c'était une belle le dernier fait pour le rassemblement de l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé. C'est pas forcément un top flamboyant parce que j'ai trouvé que face à l'Islande, il y avait du déchet dans le jeu, mais il marque face à l'Ukraine, il transforme un penalty face à l'Islande, il délivre également une passe décisive et globalement dans son attitude, qui porte mieux que jamais le brassard de capitaine. Donc j'ai tout trouvé à dire sur Kylian Mbappé. Je tenais à dire qu'un but inscrit sur penalty et à préciser, on ne parle pas simplement d'un but inscrit tout court, mais en attendant deux matchs, deux buts, une passe décisive, Kylian Mbappé soigne ses statistiques avec l'équipe de France, il répond présent dans son rôle de leader, de numéro 9, il s'installe durablement ici, il n'y a même pas de débat, mais en tout cas, il fait les choses bien, et c'est pas parce qu'on a des énormes exigences légitimes avec lui qu'il ne faut pas souligner qu'on lui fait. Malgré tout, dans ces deux matchs de l'équipe de France, il y avait également des points plus négatifs, et je vais commencer en parlant des deux arrivées et du soin de Dembélé. Évidemment, je vais donner dans les points négatifs parce qu'ils ont été blessés au cours de ce rassemblement. Ces blessures sont très préjudiciables pour le Paris Saint-Germain, mais surtout pour les joueurs. Moi, ça arrive, je pense. C'est quand même dommage pour Dembélé de se retrouver dans une période d'indisponibilité alors que tu vas débuter la Ligue des Champions, alors que tu as une question de ballon d'or qui est sur toutes les lèvres, et pour Dembélé, si la chance est un peu moins longue, finalement ça intervient à un moment où il était un petit peu moins en forme, et je pense pas que ça va l'aider
2, il va falloir faire preuve de patience pour les voir venir, parce que le meilleur football de Désiré Doué, il sera peut-être attendre un petit peu. Au-delà de ça, sur les quelques minutes de jeu qu'ils ont disputé, ce ne sont pas des joueurs qui m'ont particulièrement impressionné, mais honnêtement, le contexte et les 2 minutes fait que je ne vais pas tirer des conclusions sur la prestation en jeu. Le flop qui tient purement et simplement au fait c'est un flop parce que c'est des 2 joueurs qui ont largement les capacités à être titulaires en équipe de France, par pratique face à l'Ukraine, Désiré Doué ou Bibi contre le titulaire, et si Dembélé avait été en pleine possession de ses moyens, je pense que c'est lui qui aurait débuté à la place de Désiré Doué. Si 2 joueurs majeurs blessés, ça fait pour mal au cœur. Un des rares postes où il y a une réelle concurrence en équipe de France, c'est celui de latéral gauche, et là j'ai quand même l'impression que Théo Hernandez a perdu des points de façon assez monumentale, et Lucas Digne n'a pas fait le match de l'année, il a simplement fait ce qu'on lui demande, mais alors lui la concurrence, il n'a pas à s'inquiéter, il suffit simplement de faire des matchs corrects. En fait, Théo Hernandez, il sort d'une saison qui a été très compliquée avec le bilan, il n'a pas recommencé sa saison du côté de la Saudi Pro League, donc il est un petit peu hors de forme, et je trouve que ça s'est vu face à l'Islande, c'est un joueur qui n'a pas répété autant les efforts qu'à l'accoutumée, et qui trouve qu'il n'est pas encore pleinement rentré dans sa saison. Il est pas, mais physiquement, il a 27 ans, il ne faut pas déconner, c'est pas Théo Hernandez qui aurait passé le prime de sa carrière, mais en tout cas, en termes de football, il va avoir besoin de se remettre les idées en place, parce que même au-delà de ses capacités physiques qui étaient logiquement en deçà de ce qu'on peut attendre de lui, je l'ai trouvé légèrement incommodant dans le jeu. Défensivement, il était parfois un petit peu à la ramasse, il se prend un carton de façon idiote, ça peut arriver à n'importe quel défenseur, mais pour le coup, ça retranscrit plutôt bien le fait que ce n'était pas une assurance touriste sur la matière, mais ça, Théo Hernandez, il l'a souvent compensé par le fait d'être un joueur qui peut carrément être décrit comme un ailier, tellement c'est un latéral qui offensivement a des qualités, c'est que là, ben ça s'est pas vu, il a été plus optimiste, et pourtant ce match face à l'Islande, c'était l'occasion parfaite pour lui de briller. Il a beau être placé dans le hiérarchie comme un remplaçant, il était aligné aux côtés de titulaire, il a joué 90 minutes, il avait un adversaire qui n'était pas si dangereux que ça, donc il avait normalement moyen de faire parler son football, et il a loupé l'occasion. Je ne suis pas sûr que ce soit le fait de faire une grosse saison du côté de la Saudi Pro League qui va profondément changer l'équilibre des forces. Alors, il y a des joueurs qui sont appelés et qui ne marquent pas de points, comme par exemple son frère Lucas Hernandez, mais pour le coup, il n'y a pas de concurrence réelle entre Lucas Hernandez et des joueurs en équipe de France. Pour le poste de latéral gauche, j'ai vraiment l'impression que Hernandez devait trouver face à la concurrence de Lucas Digne. Donc, c'est un gigantesque échec, on ne peut pas dire qu'il le fait, et c'est bien dommage. Mon ultime déception avec ce rassemblement de l'équipe de France, c'est les deux nouveaux, à savoir Hakimi et Ekitike, qui ont disputé leur première minute en équipe de France. Mais habituellement, on dit leur première minute au pluriel, non, là c'est littéralement leur première minute, ils ont disputé qu'une minute. Enfin, pour être de toute bonne foi, Hugo Ekitike a disputé, attention, 10 minutes. J'avais totalement zappé au moment de l'enregistrement son entrée de 9 minutes en 3 ballons touchés face à l'Ukraine. Donc autant pour moi, Ekitike, lui, il est venu pour un nombre massif de minutes de jeu. Alors, je peux comprendre la logique de lier les femmes et faire rentrer dans le jeu pour qu'ils prennent la température du contexte équipe de France. Complètement con que les théories qui disent que c'est pour verrouiller les binationaux. Deschamps, il a des qualités, il a des défauts, mais dans ce qu'on peut lui reconnaître, c'est le fait que quand il appelle un joueur, c'est parce que lui l'a décidé, lui il en a envie, lui il estime ça pertinent, et il ne se fait pas influencer par d'une pression de choix d'autres nationalités, parce que bien entendu concernant la Toulouse, mais finalement, au moins les joueurs ont découvert le contexte équipe de France, mais je reste un peu déçu, pas à cause d'eux, mais parce que j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner, mais voilà, Didier Deschamps est désormais en mode répétition générale, il n'y avait pas forcément de matière à les faire rentrer davantage sur lui. Dommage, hein, parce qu'au lieu de faire rentrer Dembélé qui s'est blessé face à l'Ukraine, qui aurait pu donner un petit peu plus de temps de jeu à Hakimi, ça faisait parfaitement sens vu la physionomie de la rencontre. De manière générale, je trouve que le banc de l'équipe de France autour de ce rassemblement n'a pas donné énormément de trucs à se mettre sous la dent. L'entrée d'Adrien Rabiot avait parfaitement avec de but, c'est le seul truc que j'ai vu ressortir dans pareil de bouche autour de ça, c'est le fait qu'il s'est fait siffler. Malobisco a également eu un petit peu de temps de jeu, mais je veux dire que c'est la rencontre
matchs n'ont pas été si simples que ça. Et pour autant, par exemple, le match face à l'Islande, ça ne s'est pas joué à grand chose. Il y a quand même pas mal de moments où je me suis dit qu'un nul était possible. Mais c'est pas parce que l'équipe de France a été minable, parce qu'il y a quand même eu pas mal de buts attendus et des choses sur le terrain qui méritaient toute notre attention. Je dis ce que j'ai déjà vu au cours de cette vidéo, je ne suis pas quelqu'un qui colle des étiquettes. Parfois je critique les chances, vous l'avez vu dans cette vidéo, j'en ai vu beaucoup de bien. Parfois je dis que je m'ennuie avec l'équipe de France, ici je vous le dis, je me suis pas mal amusé dans le match. Alors est-ce que c'est moi qui soudainement, en ce mois de septembre, est devenu un irrécupérable optimiste, ou est-ce que vous aussi vous avez plutôt kiffé ces matchs, encore une fois par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en équipe de France? Je suis pas en train de vous dire que ça valait la meilleure finale de Champions League de votre vie. Dites-le moi en commentaire. Je vous dis à demain pour une prochaine. Salut. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 10 septembre et finalement pas simple cette victoire de France-Islande, pas simple ce 2-1 obtenu au terme d'un match qui aura été riche en suspense malgré une domination des Bleus. Ça va évidemment être l'objet de l'ouverture du journal du jour. Nous parlerons également du carton d'Erling Haaland et de sa sélection de manière générale pour un score historique. On évoquera la situation du Camp Nou où il va falloir être patient. La telenovela du côté de Nottingham Forest